À l'instant même, Zelensky a fait un geste qui a allumé tous les signaux rouges à Moscou. Le Kremlin s'est soudain retrouvé en état d'alerte maximale, la région de Moscou est en feu et l'armée russe se retrouve désormais sans oreilles ni yeux. Des frappes fatales qui ont déterminé le futur de la guerre ont déjà retenti. Vous n'allez pas le croire, à huis clos, Xi et Loukachenko ont décidé du sort de Poutine. Pékin s'allie à Minsk pour définitivement nuire à Moscou. Et aussi, une mise à niveau des missiles se profile à l'horizon. Fedorov a révélé les détails des accords choquants entre l'Ukraine, la France et les États-Unis. Un signal que le Kremlin entendra à coup sûr. Et tout cela vient de se produire à l'instant. Bonjour, je suis Arina Taslanova et nous commençons. En ce moment même, Volodymyr Zelensky a effrayé Moscou par un ordre concernant la Russie. Au Kremlin, on ne s'attendait clairement pas à un tel tournant des événements. Les nouveaux signaux venus de Kiev ont poussé l'élite russe à regarder nerveusement autour d'elle et à se préparer à de nouvelles mauvaises surprises. Nous ramenons la réalité de la guerre en Russie et compliquons au maximum la poursuite de l'occupation de notre terre. Les Russes n'ont pas eu le temps de cligner des yeux que les paroles du dirigeant ukrainien ont méthodiquement commencé à se réaliser. Depuis la nuit, il fait de nouveau chaud dans la région de Moscou. Selon les chaînes de surveillance, le centre de communication spatiale Dubna a été frappé pour la deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il se passe de notre côté là-bas? On dirait que quelque chose brûle. Regardez donc. Comme on le voit, les temps tranquilles sont définitivement terminés pour les sites stratégiques de la Fédération de Russie. Désormais, l'armée russe se retrouve coupée de ses communications et privée de la possibilité de gérer les relais satellites que le ministère russe de la Défense utilise pour le renseignement et la coordination des troupes, tandis que la capitale elle-même obtient officiellement le statut de ville de première ligne. Pour la première fois depuis les années 40, la guerre avec ses bombardements et ses incendies est pleinement arrivée dans la capitale russe. Les autorités se sont révélées non préparées à la guerre et les moscovites à la réaction des autorités. La vérité a enfin éclaté au grand jour. Loukachenko s'est trouvé un nouveau protecteur. Après sa visite à Pékin, il semble que Batka ait reçu de Xi Jinping l'essentiel. Le signal que Minsk peut désormais s'accorder un peu plus d'autonomie. La Chine soutient la Biélorussie dans la défense de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale, ainsi que dans la poursuite d'une voie de développement conforme à ses conditions nationales, a déclaré Xi Jinping. Il a également exprimé la volonté de la Chine de continuer à soutenir de toutes les manières possibles le développement de la Biélorussie. Et désormais, cela ressemble à un message très clair adressé à Moscou. Le monde de la Biélorussie ne se limite pas à la Russie, et le sort de Poutine commence à dépendre directement des actions de Loukachenko. Pour le Kremlin, un tel résultat de la visite de Loukachenko à Pékin signifie une augmentation supplémentaire de l'imprévisibilité de son comportement. Et cette imprévisibilité de Loukachenko, dans le contexte du jeu de Kiev qui mise sur la surenchère, devient particulièrement dangereuse. Il est évident qu'une nouvelle partie commence sur l'échiquier géopolitique, dans laquelle Loukachenko pourrait bien se débarrasser de son rôle de figurant, et la Chine fera un pas en avant qui écrasera définitivement la Russie sous la pression d'un poids lourd politique. De plus, Pékin exhorte avec insistance Moscou et Kiev à reprendre les négociations pour résoudre le conflit ukrainien. Nous exhortons instamment à mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Nous exhortons également à reprendre les négociations, à faire preuve d'une réelle volonté politique et à tout mettre en œuvre pour éliminer les causes profondes de ce conflit, en respectant pleinement et sans condition les principes de la Charte des Nations Unies. Et une preuve supplémentaire que même les alliés les plus fidèles resserrent peu à peu l'étau autour de Moscou, décidant en fait du sort de Poutine à huis clos. Le Kremlin devrait se méfier. Après les négociations entre Zelensky et Macron, l'Ukraine discute avec la France d'une licence pour la production de missiles longue portée Scalp. Désormais, Kiev pourrait obtenir non seulement l'armement lui-même, mais aussi le droit complet de le fabriquer de manière autonome. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov. Ce sont les premiers pas. Prudemment, nous continuons à entretenir ces contacts afin d'obtenir des résultats. En réalité, tout réside dans les détails. C'est pourquoi nous travaillons activement sur ce dossier pour l'instant. Le ministre a également indiqué que l'Ukraine mène des négociations avec les États-Unis concernant des licences de production d'armement. De plus, l'Ukraine mise sur ses propres capacités de frappe à longue portée. À Kiev, on affirme ouvertement que l'avenir de ce secteur dépend avant tout des fabricants ukrainiens. C'est précisément pour cette raison que l'État, avec ses partenaires, recherche de nouveaux mécanismes de soutien à l'industrie de la défense, notamment à travers le modèle danois. Kiev se prépare de plus en plus activement à combattre non seulement avec des armes occidentales, mais aussi avec ses propres atouts en matière de missiles.
Nous comprenons comment développer à grande échelle ce qui fonctionne déjà efficacement. Et à l'heure actuelle, nous plaçons tous nos espoirs et comptons au maximum sur nos propres forces dans ce domaine. Nous travaillons à investir chaque dollar supplémentaire dans la production ukrainienne et à développer cette production à grande échelle. Nous comptons sur nos propres forces dans cette affaire. Vous ne pouvez pas passer à côté de cela. Le Kremlin a reçu un coup dans le dos de la part des siens. Les vétérans de la soi-disant opération militaire spéciale ne se taisent plus et défient ouvertement le système. Ce que Poutine craignait le plus commence à germer directement à l'intérieur de la Russie. Les appels à arrêter la guerre ne viennent plus de l'opposition, mais de ceux qui, hier encore, étaient considérés comme le pilier du régime. Même les plus fervents patriotes Z commencent à exprimer leur inquiétude. Une révolte serait-elle en train de couver là où le Kremlin se sentait le plus en sécurité ? Nous en parlerons plus loin. Ce que le Kremlin redoutait après Prigojine refait surface. Un occupant russe a enregistré un message adressé à Poutine et a menacé d'un scénario que Moscou préférerait effacer à jamais de sa mémoire. L'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Selon l'occupant, des centaines de milliers de soldats russes seraient détenus dans ce qu'on appelle des zindans, des fosses et des probis et des prisons improvisées où ils sont jetés pour avoir refusé d'exécuter des ordres suicidaires ou pour des conflits avec le commandement. Il affirme que les militaires sont punis, battus, forcés de donner de l'argent et que les plus gênants sont tout simplement éliminés. Et ici se pose une question particulièrement embarrassante pour le Kremlin. Si tout cela n'est que l'invention d'une seule personne, pourquoi alors des millions de Russes ont-ils regardé cet appel en seulement quelques jours ? Et si ne serait-ce qu'une partie de ce qui a été dit correspond à la réalité, il s'agit alors d'un problème bien plus grave. L'accumulation du mécontentement au sein même de l'armée. Un autre point est également révélateur. Il n'y a pas si longtemps, la propagande russe persuadait la société que l'armée et le pouvoir formaient un bloc uni et indissociable. Mais plus la guerre dure, plus souvent émergeant des histoires de conflits entre les soldats et le commandement, de punition, de corruption et de méfiance mutuelle. Bien qu'il soit encore trop tôt pour parler d'une véritable rébellion, l'apparition même de telles déclarations est très révélatrice. En effet, les plus gros problèmes pour tout pouvoir ne commencent pas lorsque ce sont les opposants qui le critiquent. Le moment le plus dangereux survient lorsque les questions gênantes commencent à être posées par les siens, ceux que l'on considérait encore hier comme le principal pilier de l'État. Il semble que le spectre de juin 2023 hante encore les bureaux du Kremlin. Et chaque fois que, dans les milieux militaires russes, on évoque des armes pointées en direction de Moscou, le Kremlin se rappelle involontairement à quel point la confiance en un contrôle total peut rapidement se transformer en une recherche paniquée de réponses. Et ici, il convient de rappeler les paroles de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a récemment déclaré explicitement que Vladimir Poutine craint non seulement la défaite dans la guerre, mais qu'il redoute encore plus sa propre armée. Selon Zelensky, c'est précisément pour cette raison que le Kremlin s'accroche aussi désespérément à la poursuite de la guerre. En effet, le retour de centaines de milliers de militaires à la maison sans victoire pourrait créer pour le pouvoir russe des problèmes qu'il redoute bien plus que les sanctions ou l'isolement international. Si l'on prête attention aux événements récents, ces paroles ne semblent plus être une simple déclaration politique. Il y a d'abord eu la marche de Prigojine sur Moscou qui a montré à quel point les schémas habituels de contrôle pouvaient soudainement s'effondrer. Désormais, de nouveaux messages de militaires apparaissent, qui expriment ouvertement le mécontentement au sein de l'armée et évoquent même la possibilité de tourner les armes vers le Kremlin. C'est là qu'une dilemme particulièrement désagréable se pose pour le pouvoir russe. Plus la guerre dure, plus de personnes passent par le front, acquièrent leur propre expérience et cessent de percevoir la réalité à travers la télévision. Et parallèlement, le nombre de ceux qui commencent à poser des questions gênantes au commandement et à la direction du pays augmente. Zelensky est convaincu que Poutine comprend parfaitement cette menace. C'est précisément pour cette raison, selon lui, que le président russe craint de mettre fin à la guerre sans victoire proclamée. Car il faudrait alors expliquer à la société pourquoi d'énormes pertes ont été subies, et à des centaines de milliers de militaires pourquoi tous ces sacrifices n'ont pas apporté le résultat promis. Et tandis que la propagande russe continue d'affirmer qu'elle contrôle totalement la situation, de plus en plus de signaux témoignent du contraire. Les défis les plus dangereux pour le Kremlin pourraient ne pas venir de l'étranger, mais de l'intérieur même du système, de la part de personnes qui, pendant des années, ont été considérées comme le principal pilier de l'État russe. Et tandis que les militaires russes menacent ouvertement le Kremlin, d'autres partisans de la guerre commencent à tirer la sonnette d'alarme à cause d'un tout autre problème. Il semble que de plus en plus de personnes à l'intérieur même de la Russie commencent à s'inquiéter non pas de la victoire sur le front, mais de ce qui se passe dans les magasins, aux stations-service et dans leur propre portefeuille.
L'intervention du célèbre blogueur pro-guerre Evgueni Goldman, une personne qu'il est difficile de soupçonner de sympathie pour l'Ukraine ou de critique envers la guerre, a été particulièrement révélatrice. Mais cette fois, même lui n'a pas retenu ses émotions. Dans le pays, transmettez-le au président, transmettez-le au ministre de la Défense. Dans sa vidéo, le propagandiste a en fait appelé les Russes à se préparer à des temps difficiles. Il conseillait d'acheter des produits à longue conservation, de faire des réserves de sel, de conserves et mentionnait même des problèmes de carburant dans les régions. Cela sonnait comme si ce n'était pas un partisan de la guerre qui s'adressait aux citoyens, mais une personne se préparant à une grave turbulence économique. Il n'y a pas si longtemps, ce sont justement ces blogueurs qui persuadèrent les Russes que l'économie avait résisté aux sanctions, que l'industrie tournait à plein régime et que le pays surmontait avec succès toutes les difficultés. À présent, ces mêmes personnes conseillent soudainement de stocker du sarrasin, des allumettes et du ragoût en conserve. Et cela ressemble à un symptôme très inquiétant. De plus, dans son intervention émotionnelle, Goldman a en fait accusé l'élite russe de vivre dans une réalité parallèle. En gros, alors qu'on conseille aux gens ordinaires de supporter et de donner de l'argent pour la guerre, les fonctionnaires, eux, continuent de vivre confortablement et n'ont aucune intention de renoncer à leur mode de vie habituel. Le plus gros problème du Kremlin en ce moment n'est pas lié aux drones ukrainiens, ni même aux sanctions. Les rats de bureau comme vous, le plus gros problème, c'est que de plus en plus de partisans du système lui-même commencent à poser des questions auxquelles le pouvoir n'a pas de réponse simple. Et lorsque même les partisans les plus fervents de la guerre conseillèrent de faire des réserves de sarrasin et de se préparer à un automne difficile, cela ressemble déjà à un signal bien plus sérieux que n'importe quel rapport officiel sur la stabilité. L'Ukraine va prendre d'assaut le Kremlin, l'ordre final de Zelensky. Kiev n'a donné à Poutine que 40 jours. Le SBU n'attendra plus. La fin de la Fédération de Russie sera plus retentissante que jamais. La guerre est finalement entrée dans sa phase finale. L'enfer de la Crimée s'embrase encore plus fort, les frappes deviendront encore plus précises, et l'objectif principal, le pont de Crimée, n'est déjà plus aussi inaccessible. Même Moscou est devenue une ville de première ligne. Poutine est tout simplement incapable de la protéger. Nos hommes attendent-ils vraiment au coin de la forteresse du Kremlin? Que va-t-il se passer ensuite? Regardons. 40 jours pour le Kremlin. Tandis que la propagande russe continue de parler de stabilité et de contrôle total sur la situation, il semble que des temps très troublés attendent Moscou. À Kiev, un plan a été approuvé capable de sérieusement gâcher l'humeur de nombreux occupants des bureaux du Kremlin. Volodymyr Zelensky a annoncé le lancement d'une opération spéciale de 40 jours visant la Russie, dont l'objectif principal est de pousser l'agresseur à envisager de mettre fin à la guerre. Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de déclarations retentissantes ni d'ultimatums diplomatiques. Il s'agit du fait que la Russie continue de subir ces derniers mois des frappes sur des sites militaires, des entrepôts, des nœuds logistiques, des aérodromes et des entreprises travaillant pour la machine de guerre russe. Et il semble que désormais, il a été décidé de renforcer encore davantage ce travail. Il est particulièrement notable que la nouvelle campagne repose principalement sur les capacités du service de sécurité d'Ukraine. Selon Zelensky, les unités du SBU affichent depuis plusieurs mois certains des meilleurs résultats grâce à l'utilisation de drones de différents types. Quant au centre des opérations spéciales Alpha, il est même considéré comme l'un des leaders en termes de quantité de matériel russe détruit et de pertes infligées à la main-d'œuvre ennemie. Et si auparavant les autorités russes pouvaient convaincre la population que la guerre se déroulait quelque part loin, désormais de plus en plus de régions russes font régulièrement la une des actualités en raison d'explosions, d'attaques de drones, d'incendies sur des sites stratégiques et de paralysie du trafic dans les aéroports. Il semble que Kiev déplace de plus en plus l'accent de la lutte pour quelques kilomètres de front vers la création de problèmes pour l'ensemble du système militaire russe. Et si auparavant, à Moscou, on parlait de l'épuisement de l'Ukraine, il faut désormais expliquer de plus en plus souvent à ses propres citoyens pourquoi un autre aérodrome, une usine ou un entrepôt s'est à nouveau retrouvé au centre d'une situation d'urgence. Le chiffre lui-même, 40 jours, paraît particulièrement symbolique. Au Kremlin, on s'est probablement déjà habitué à compter les missiles, les drones et les sanctions. Mais il semble qu'il faille désormais aussi compter les jours. Des jours pendant lesquels les services spéciaux ukrainiens entendent rappeler aux autorités russes une chose simple. Plus la guerre dure, plus elle coûte cher à la Russie elle-même. Et si ces derniers mois ont déjà contraint Moscou à concentrer des systèmes de défense anti-aérienne autour de la capitale, à redéployer des ressources pour protéger les résidences et à sauver les sites les plus importants, la principale question est désormais la suivante. À quel point les 40 prochains jours seront-ils douloureux pour le Kremlin et cette campagne ne deviendra-t-elle pas un argument supplémentaire de poids, prouvant que la poursuite de la guerre coûte de plus en plus cher à la Russie?
Et alors que le SBU lance une nouvelle campagne de pression à grande échelle contre la Russie, la situation au front devient également de plus en plus difficile pour les occupants, surtout là où le Kremlin se sentait encore récemment presque totalement en sécurité, en Crimée. La péninsule, que la propagande russe qualifiait depuis des années de porte-avions insubmersible, ressemble de plus en plus à un territoire en proie à une catastrophe logistique totale. Ces derniers jours, ce sont les correspondants militaires russes pro-Z eux-mêmes qui ont fait le plus de tapage. La raison en est très révélatrice. Les drones ukrainiens ont commencé à traquer systématiquement non seulement les dépôts, les radars et les systèmes de défense antiaérienne, mais aussi les soi-disant groupes mobiles de tir des occupants. Ce sont précisément ces unités qui étaient censées protéger les colonnes russes et couvrir la Crimée contre les attaques aériennes. Et ici, on a assisté à une histoire presque typiquement russe. Le commandement a décidé de sauver ses cargaisons en leur assignant une escorte armée. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Si auparavant les opérateurs ukrainiens devaient en chercher une cible de valeur, désormais ce sont les Russes eux-mêmes qui la signalent. Si l'on voit une colonne avec un groupe mobile de tir, cela signifie qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Ensuite, les drones entrent en action. L'ampleur du problème ne peut plus être cachée, même par la propagande russe. Si au début de l'année, les occupants perdaient environ 4000 véhicules par mois, aujourd'hui, on en compte déjà par dizaines de milliers. Rien qu'en juin, et le mois n'est pas terminé, les pertes ont dépassé 10 000 unités de matériel et certains jours, de nouveaux records sont établis. Mais le véritable cauchemar pour les occupants commence sur la côte criméenne. Les Russes ont déployé des groupes de tir mobiles le long de la côte pour abattre les drones ukrainiens. Cela semblait être une décision logique, s'il n'y avait pas un problème. Les drones maritimes ukrainiens partent désormais eux-mêmes à la chasse de ces groupes. En conséquence, les chasseurs deviennent de plus en plus souvent des proies. En fait, la Crimée s'est retrouvée prise entre deux feux. Depuis la terre, les drones ukrainiens continuent de détruire méthodiquement la logistique des occupants. Depuis la mer, des plateformes maritimes et des drones FPV opèrent, tandis que les groupes mobiles russes, censés servir de protection, deviennent de plus en plus souvent une nouvelle ligne dans les statistiques des pertes. Le plus désagréable pour le Kremlin, c'est que tout cela ne ressemble plus à des épisodes isolés. Cela ressemble de plus en plus à une campagne systématique. Au début, les forces ukrainiennes ont commencé par éliminer les radars et les systèmes de défense antiaérienne, puis elles se sont attaquées à la logistique. À présent, c'est au tour du maillon le plus bas de la défense antiaérienne russe et chaque nouvelle étape complique de plus en plus la vie de tout le groupe d'occupants sur la péninsule. Pendant ce temps, de longs embouteillages de plusieurs kilomètres sont signalés près du pont de Kertch. Selon les données satellites, environ 1500 voitures auraient pu s'accumuler dans la file et la colonne elle-même s'étendait sur environ 10 kilomètres. Dans les groupes russes, sur les réseaux sociaux, on parle déjà d'un record absolu qui, soi-disant, n'avait jamais été atteint auparavant. Mais derrière ces formulations émotionnelles se cache une réalité assez simple. La circulation sur l'artère clé de la péninsule occupée devient de moins en moins prévisible. Sur fond de frappe contre les infrastructures et de problèmes de carburant, tout déplacement se transforme en de longues heures d'attente et parfois même en une tentative désespérée de simplement quitter la péninsule. Au final, le pont de Kertch ressemble de plus en plus non pas à un corridor fiable, mais à un goulot d'étranglement où s'accumulent files d'attente, tensions et conséquences de l'instabilité logistique générale. Et dans ce contexte, la péninsule elle-même passe progressivement en mode de pression constante sur les transports, où même quitter les lieux devient une épreuve. La Crimée, que la propagande russe présentait depuis des années comme une forteresse de sécurité, ressemble de plus en plus à une région où la logistique se resserre, où la pression sur le système militaire augmente et où les tensions du quotidien s'accumulent. Et tandis que certains essaient de colmater les brèches et de redéployer des ressources, d'autres continuent de saper méthodiquement les fondements même de cette tranquillité, rendant la situation pour les occupants non seulement difficile, mais structurellement instable. Il faut en prendre conscience. Boudanov a enfin mis les points sur les i dans le conflit avec la Pologne. La vérité choquante a éclaté au grand jour. Varsovie a tenté de faire de la question ukrainienne un levier dans ses propres jeux politiques internes. Le plan astucieux aurait pu être parfait, mais l'Ukraine a tout renversé. Tusk a fait cela pour les Ukrainiens. Les Polonais ont immédiatement compris que Nawrocki les avait trompés. Que se passe-t-il réellement en coulisses? Regardons. Il semble que deux mondes politiques se soient affrontés à Varsovie. Tandis que le président Karol Nawrocki tente de monter de grands spectacles politiques autour de l'Ukraine et de provoquer de nouveaux scandales, le Premier ministre Donald Tusk reste en réalité le principal contrepoids à cette ligne. Et il semble que les électeurs polonais suivent attentivement cette différence.
Au cours des derniers mois, c'est précisément l'équipe de Navroki et les forces politiques qui lui sont liées qui ont tenté à plusieurs reprises de jouer la carte ukrainienne. L'épisode le plus retentissant a été l'affaire du retrait de l'ordre de l'Aigle blanc à Volodymyr Zelensky. Le calcul semblait assez simple, faire preuve de fermeté, gagner des points supplémentaires auprès d'une partie de l'électorat conservateur et, en même temps, créer des problèmes au gouvernement tusk en faisant échouer la conférence de Gdańsk. Mais pour l'instant, ce plan donne un résultat tout à fait différent. Malgré tous les scandales, les attaques médiatiques des opposants et leurs tentatives de faire de l'Ukraine le principal sujet de la politique intérieure, la cote du parti de Tusk ne baisse pas. Au contraire, elle continue de croître. Aujourd'hui, sa force politique occupe fermement la première place dans les sondages polonais et améliore même ses résultats par rapport aux élections de 2023. C'est un signal très révélateur. Au cours de l'année écoulée, beaucoup prédisaient que le soutien à l'Ukraine deviendrait un fardeau politique pour les autorités polonaises. Cependant, la réalité s'est avérée différente. Tusk ne renonce pas au partenariat avec Kiev, ne change pas de position sous la pression des radicaux et reste pourtant le leader de la politique polonaise. Dans ce contexte, la situation des opposants au gouvernement semble de plus en plus compliquée. Le parti droit et justice continue de perdre du soutien et une partie de son électorat se tourne de plus en plus vers des forces politiques encore plus radicales. Et c'est précisément ici que se situe la principale ligne de fracture dans la politique polonaise contemporaine. D'un côté, il y a Tusk, qui continue de parler de partenariat stratégique avec l'Ukraine, de la sécurité de toute l'Europe de l'Est et de la future reconstruction post-guerre de notre État. De l'autre, il y a des politiciens qui cherchent de plus en plus à gagner en popularité grâce aux conflits, aux querelles historiques et à des gestes spectaculaires comme l'affaire de la décoration de Zelensky. Et pour l'instant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le scandale autour de l'Ukraine n'a pas porté préjudice à Tusk, contrairement à ce qu'espéraient ses opposants. Au contraire, c'est précisément l'homme politique qui continue de soutenir l'Ukraine et ne cède pas aux provocations électorales qui consolident ses positions. Et c'est probablement la nouvelle la plus désagréable pour ceux qui comptaient tirer un capital politique d'une nouvelle aggravation des relations entre Varsovie et Kiev. Cela est particulièrement révélateur dans le contexte de la grande conférence Ukraine Recovery Conference 26 à Gdańsk. La Pologne assume en fait le rôle de l'une des principales plateformes pour discuter de la future reconstruction de l'Ukraine. Et ce n'est pas simplement un geste diplomatique, c'est un signal indiquant que Varsovie considère l'Ukraine non pas comme un problème temporaire, mais comme un partenaire stratégique pour de nombreuses années à venir. Pour Kiev, c'est aussi une bonne nouvelle car, malgré tout le bruit médiatique, les déclarations de certains radicaux et les scandales politiques, la principale force politique de la Pologne non seulement ne renonce pas à son soutien à l'Ukraine, mais continue également de conserver son leadership dans les sondages. C'est précisément pour cette raison que les chiffres actuels pourraient être une douche froide pour les politiciens qui comptaient bâtir leur popularité uniquement sur la critique de l'Ukraine. Il s'avère que l'électorat polonais n'est pas pressé de soutenir massivement une telle orientation. De plus, tandis que les forces radicales débattent du passé, l'équipe de Tusk essaie de parler d'avenir, de la sécurité de l'Europe, de la coopération avec l'Ukraine et de la reconstruction d'après-guerre. Et c'est précisément cette approche qui lui permet pour l'instant de rester au sommet de la politique polonaise. Malgré toutes les crises, les débats et les gros titres, c'est aujourd'hui le politicien qui n'a pas renoncé à soutenir l'Ukraine qui conserve les positions les plus fortes en Pologne. Et cela pourrait devenir l'un des signaux les plus importants pour toute l'Europe. Cependant, bien que l'équipe de Tusk continue d'afficher son soutien à l'Ukraine, à Kiev, on comprend bien que la température politique en Pologne pourrait encore monter. Et c'est ce dont Kirill Budanov a averti directement. Selon le chef du bureau du président, la situation actuelle entre Kiev et Varsovie n'est pas encore un conflit. Pour l'instant, il ne s'agit que de divergences diplomatiques. Mais Budanov en est sûr, ce n'est pas encore le point culminant. Si l'on regarde la politique polonaise, ces paroles prennent alors un tout autre sens. Nous voyons comment les forces de droite et d'extrême droite se livrent une lutte de plus en plus agressive pour attirer les électeurs. Nous constatons que la question ukrainienne devient progressivement un instrument de lutte politique interne. Et nous voyons qu'il reste un peu plus d'un an avant les élections législatives en Pologne. En réalité, la campagne électorale a déjà commencé. C'est précisément pour cette raison que de nombreuses déclarations actuelles sont peut-être davantage liées aux sondages internes en Pologne qu'à l'Ukraine elle-même. L'affaire autour de la décision du président Karol Nawrocki de retirer à Volodymyr Zelensky l'une des plus hautes distinctions polonaises, l'ordre de l'Aigle blanc, est devenue particulièrement sensible. Budanov n'a pas caché son opinion sur cette décision. Il a qualifié cela de grave erreur et a souligné que la détérioration des relations avec les voisins n'apporte jamais rien de bon. Au contraire, cela crée des problèmes politiques, économiques et de sécurité pour les deux parties. De plus, Budanov a en fait remis en question la logique d'une telle décision.
Selon lui, si l'on commence à revoir l'histoire des distinctions, de nombreuses autres questions se posent qui sembleraient bien plus évidentes à réexaminer. C'est pourquoi la démarche actuelle de Varsovie est perçue à Kiev comme étrange, irréfléchie et ne faisant qu'attiser les tensions. Malgré toutes les controverses et les déclarations retentissantes de ces derniers mois, c'est précisément la force politique de Tusk qui prône le maintien du partenariat stratégique avec l'Ukraine qui reste aujourd'hui le leader de la politique polonaise. Et même si certains politiciens essaient d'exploiter la question ukrainienne dans la lutte pour les voix des électeurs, la réalité demeure inchangée. L'Ukraine et la Pologne ont des intérêts communs dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la géopolitique qui sont bien plus importants que les émotions électorales. C'est pourquoi la principale question aujourd'hui n'est pas de savoir si le soutien à l'Ukraine va perdurer. Ce soutien reste fort au niveau du gouvernement, de la société et des principales institutions de l'État. La seule question est de savoir à quel point la lutte électorale sera bruyante et combien de politiciens tenteront d'utiliser la question ukrainienne à des fins de promotion politique personnelle. Mais même dans ce contexte, les positions de Tusk et de son équipe démontrent une chose importante. La voie de la coopération avec l'Ukraine n'empêche pas de remporter la lutte politique en Pologne. Et c'est sans doute l'un des signaux les plus importants pour Kiev. Sur ce, nous mettons un point final à notre émission. Nous continuons à suivre en temps réel les événements les plus importants afin de vous en informer les premiers. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!